L'Afrique abrite quelques-uns des plus grands fleuves de la planète. Le Nil, sacré, le Congo, tumultueux, mais aussi le Niger, 4200 km et troisième fleuve du continent. Ce qui distingue le Niger, ce n'est pas tant sa longueur que l'orientation de son cours. En faisant une boucle vers le nord de plus de 1000 km au travers du Mali, ce fleuve constitue le trait d'union naturel entre l'Afrique tropicale et l'Afrique saharienne. Là, les cités de Tombouctou, de Mopti et de Gao témoignent des grands empires maliens d'autrefois. Plus que jamais, dans le Mali sahélien d'aujourd'hui en proie à la sécheresse, le Niger représente pour les hommes qui peuplent ses rivages une bénédiction des dieux, la source de vie irremplaçable. Ville du fleuve, Gao est aussi une porte ouverte sur le désert. Au XVIe siècle, capitale du puissant royaume Songhai, elle commerçait avec Alger, Le Caire, Tripoli et toutes les grandes cités de l'autre rive du Sahara. Apportant soieries et objets précieux, les caravanes repartaient chargées de sel, d'ivoire ou bien d'esclaves. Cette époque n'est qu'un lointain souvenir. Aujourd'hui, Gao n'est plus qu'une cité endormie perdue aux confins désertiques du Mali. Le trafic vers le nord se résume à de rares camions en provenance d'Algérie. Chargés de dattes à l'aller, ils repartent parfois avec quelques travailleurs candidats à l'émigration. Durant la saison des hautes eaux, entre les mois d'août et de janvier, le Niger constitue aujourd'hui le seul véritable lien commercial entre Gao et le reste du pays. Hormis les grands bateaux de la compagnie malienne de navigation, la Comanave, ce sont les grosses pinasses à moteur quadrillant le fleuve dans tous les sens qui assurent l'essentiel du trafic des marchandises et des passagers. Gao est une ville basse, quadrillée de rues larges que bordent des maisons en banco, un mélange d'argile et de paille séchée au soleil. Construit en 1495, le tombeau des Askia, non porté par les empereurs Songhai, est constitué d'une petite pyramide hérissée de bâtons, point d'appui pour les maçons qui l'entretiennent. Le tombeau est en fait le minaret d'une mosquée. Depuis le sommet, on découvre la ville et la magnifique dune rose de Koïma plongeant dans le Niger. Avec le fleuve comme axe de conquête, le premier empire issu du pays mandingue s'étend du XIIIe au XVe siècle jusqu'au rivage de l'Atlantique. Le second, l'empire Songhai, avec Gao comme capitale, domine durant les XVe et XVIe siècles toute l'Afrique sahélienne. Nous abandonnons Gao à sa torpeur et prenons la direction de l'ouest du Mali par la voie royale, le Niger. À bord de notre petite pinasse à moteur, 5 membres d'équipage et une dizaine de touristes se rendant comme nous à Tombouctou. Nous naviguons au cœur du désert. Par endroits, des villages de banco se confondent avec les dunes de sable doré venant mourir doucement sur les rivages du fleuve. De temps à autre, nous doublons d'étonnantes embarcations. Dotées d'une voile unique confectionnée à partir de sacs de céréales, ces pirogues à voile témoignent tout à la fois du manque de moyens ainsi que de l'ingéniosité des navigateurs maliens.
Après plusieurs heures de navigation, nous approchons du village de Tbilisi. Apercevant notre présence à bord de la pinasse, les femmes du village se mettent spontanément à chanter et à danser pour fêter notre arrivée. À quelques dizaines de mètres du rivage, c'est le désert. Un no man's land aride et hostile. Membres de l'ethnie des pêcheurs Bozo, les habitants de Tbilisi vivent depuis des générations en harmonie avec le Niger. Leur survie dépend de sa générosité. Après avoir pêché, on se rend au marché tous les 2 ou 3 mois pour vendre le poisson. Et si on a de la chance à Mopti, on peut le vendre en faisant un bénéfice. Mais c'est pas souvent le cas. Avec l'argent ainsi obtenu, ils pourront acheter les produits de première nécessité comme le sel ou bien les céréales. Nous quittons Tbilisi et reprenons notre route en direction de Tombouctou. La saison touristique ne dure que quelques mois. Les matelots de notre pirogue travaillent le reste de l'année à bord de grosses pinasses, véritables cargos mixtes du fleuve transportant entre Gao et Bamako du fret et des passagers. Cela devient parfois très compliqué quand arrive la saison des basses eaux. Depuis que j'ai 7 ans, j'ai commencé à travailler mon oncle. Moi, avec mon oncle, on fait les transporteurs Gao Tombouctou, Gao jusqu'à Direy. Tu connais Direy? Souvent, on fait Gao Bamba, ça dépend. Là où on voit qu'il y a des clients, on fait Gao en Songo même. Et Gao Tombouctou, tu mets combien de jours? Quand il y a moins d'eau, peut-être 15 jours, à peu près comme ça. Ça t'arrive d'être bloqué dans le fleuve? Ouais. Qu'est-ce que tu fais alors? Quand il est bloqué, si on voit que pas là où c'est grand fleuve, on descend, on prend les 5 kilos de mille, on dégage. Où ça? Là-bas. Quand on a dégagé là-bas, après on prend comme ça. Si c'est pas là, quand il est là, on prend les petites pinasses comme ça. On amène, on met les 10 tonnes ou bien 8 tonnes comme ça. On dégage. Si on a là où il y a loin, on va récupérer les grandes pinasses encore. Quand nous arrivons à Bankoma, le marché touche à sa fin. On vient de toute la région, en pirogue le plus souvent. Certains même n'hésitent pas à parcourir plusieurs dizaines de kilomètres à pied afin de participer au marché qui n'a lieu qu'une fois par semaine. À Bankoma, on vient vendre, acheter ou le plus souvent échanger des produits agricoles, des animaux, sans oublier le bois précieux qui sert à cuisiner ou à alimenter le fumoir à poissons.
En dehors du jour de marché, Bankoma est un village fantôme. Un village du Sahel perdu entre les rivages du fleuve et l'immensité du désert. À l'instant où les derniers clients du marché quittent le village, nous reprenons notre navigation. Dans la douce lumière du jour qui s'achève, le Niger nous offre le spectacle d'une nature harmonieuse et apaisée. Le soleil inonde le fleuve de ses derniers rayons. Rochers affleurants, bancs de sable, le fleuve recèle trop de dangers pour risquer une navigation nocturne. On s'arrête donc pour bivouaquer dans les dunes. Vous vous installez là où vous voulez. C'est ça que tu voulais dire? Ouais, c'est ça. Avec les matelas, Bon appétit. Au matin du 3e jour, nous franchissons les derniers kilomètres qui nous séparent de Tombouctou. Conséquence de l'avancée du désert et de l'ensablement du canal qui reliait encore au XVIIe siècle la ville au Niger, on ne peut plus arriver en bateau jusqu'à Tombouctou. C'est donc à Korioumé, le nouveau port situé à 7 km de Tombouctou, que s'achève la première partie de notre périple sur le Niger. Cachée au cœur du Sahara, Reine des Sables, cité mystérieuse, depuis le XIVe siècle avec les récits du grand voyageur Ibn Battuta, puis ceux de Léon l'Africain, de Mungo Park ou de René Caillé, le mythe de Tombouctou
n'a cessé de grandir. Pourtant, lorsqu'on se promène aujourd'hui dans les ruelles envahies par le sable, on a beau chercher, on n'aperçoit plus rien de la rayonnante cité du XVIe siècle. Qu'importe, le rêve est plus fort que la réalité. Et le nom seul de Tombouctou continue à fasciner les voyageurs. Ce qui fascine particulièrement les visiteurs à Tombouctou, c'est d'abord l'architecture de Tombouctou, mais aussi les mystères de cette ville. Comment se fait-il que cette vieille ville, qui date, si vous voulez, du XIe siècle, ait pu résister autant jusqu'à nos jours? Malgré les vicissitudes de l'histoire, Tombouctou résiste encore de nos jours. Sans aucun a priori, avec la seule envie de prolonger un peu le mystère, on se laisse guider par le hasard et les fantômes qui hantent les ruelles de la ville. Tombouctou recevait des caravaniers qui venaient de l'Afrique du Nord transportant un certain nombre de biens. Parmi ces biens, il faut citer le sel gemme de Tabdeni. Il y a également les manuscrits, les étoffes, le velours, les bournous. Maintenant, du côté sud, c'est-à-dire du côté du fleuve Niger, on recevait essentiellement des céréales, des épices, de la cola, et il y a même, si vous voulez, des commerçants qui, depuis l'Empire du Ghana, qu'on appelle les Wangara, venaient à Tombouctou et se sont installés et conçus une élite bourgeoise même de la société tombouctienne de nos jours. Nous sommes à l'entrée même de la porte du désert. C'est également une ville qui est sise le long du fleuve Niger, donc c'est en fait un trait d'union entre l'Afrique du Nord et l'Afrique au sud du Sahara. On disait autrefois de Tombouctou que c'était le lieu de rencontre de ceux qui voyagent en pirogue et de ceux qui cheminent en chameau. Mais l'époque où 60 000 chameaux arrivaient chaque année aux abords de la ville n'est plus qu'un lointain souvenir. Et bien sec est le canal reliant Tombouctou au port de Kabara. À la grande époque de cet endroit, les bateaux arrivaient jusqu'ici. Nous y amenions les produits de nos cultures que nous vendions pour gagner notre vie. Mais depuis que le canal s'est asséché, il n'y a pratiquement plus aucune activité. Le travail des champs est devenu très pénible. On est obligé de tout faire à la main. Nous n'avons plus les moyens d'acheter le matériel pour cultiver. Je souhaite que le canal soit remis en service et qu'il puisse aller d'ici, de Kabara, jusqu'à Tombouctou. Ce serait bien aussi que la route goudronnée vienne jusqu'ici. Ce serait plus facile pour le commerce. Les gens pourraient ainsi acheter le pain, le sucre et tous les produits de première nécessité. L'islam est l'un des piliers fondateurs de Tombouctou. La ville des 333 saints
abrite de nombreuses mosquées, mais la plus célèbre demeure celle de Sankoré. Au XVIe siècle, son prestige égale celui des universités de Cordoue, du Caire ou de Djenné. Tombouctou devient alors l'une des plus importantes capitales culturelles du monde musulman. Il est vrai que l'islam est venu du nord, mais Tombouctou étant un point de carrefour, Tombouctou recevait du côté de Djenné non seulement des marchandises, mais aussi des lettrés. Des lettrés qui sont venus, soit pour enseigner, soit pour parfaire leur connaissance à Tombouctou. Donc à la même période, on avait environ 180 écoles coraniques. On avait l'université qui comptait ses 25 000 étudiants et la population à l'époque était estimée à 100 000 habitants. À Koryoumé, nous embarquons à bord d'une nouvelle pinasse en direction de Mopti cette fois. Plus jeune, peu enclin au bavardage, notre nouvel équipage nous laisse tout d'abord perplexes. Mais rapidement, nous découvrons que Youssouf, le pilote, surnommé You par ses amis, navigue depuis son plus jeune âge sur le Niger et qu'il en connaît presque tous les secrets. À notre demande, Youssouf nous a menés à Tinjim, un petit village sonrail où vivent quelques familles d'agriculteurs. Le soleil vient à peine de se lever, c'est l'heure du repas. Une bouillie de riz au lait prise en commun par les hommes et les jeunes garçons de la famille. La vie du village obéit aux règles de l'islam. Les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Même chose pour Idrissa, le chef de la communauté, qui a 2 épouses. Je m'appelle Idrissa Mega. Je dois avoir 38 ans cette année. Mon village s'appelle Tinjim. Chaque matin, Idrissa emprunte le même chemin pour se rendre à son champ, par habitude autant que par superstition. C'est ainsi qu'il ne traverse jamais le troupeau de vaches de ses voisins peuls. Si un animal venait à tomber malade, il ne veut pas être accusé de lui avoir jeté un sort. Le champ que je cultive, je l'ai hérité de mon père. Et à l'origine, il appartenait à mon grand-père. Tous mes ancêtres sont cultivateurs. Et nous n'avons pas eu d'autre opportunité que de faire ce travail-là. Par tradition, on n'a pas le droit de faire un autre travail. Je n'abandonnerai jamais cette tradition familiale pour faire autre chose. Pour moi, ça reviendrait à perdre ma dignité et mon honneur. Pendant que les hommes travaillent au champ, les femmes pilent le mil ou confectionnent des objets artisanaux qu'elles iront vendre au marché le plus proche, ou mieux encore, à celui de Tombouctou. On coupe le bourgou et puis on le conserve. On s'en sert pour nourrir nos animaux.
Parfois, il y a des gens qui nous en demandent pour leur bétail, alors on le vend. Le bourgou pousse naturellement grâce à la pluie et puis aussi à la montée des eaux du fleuve. Mais maintenant, il y a des gens qui le cultivent en semant des graines. Il y en a même d'autres qui plantent directement la tige, parce qu'il y a de moins en moins de pluie. Après avoir coupé le bourgou, comme je suis en train de le faire en ce moment, on le stocke pour qu'il sèche. Et quand le bourgou est sec, alors on le donne aux moutons. Mais avant, on doit vérifier qu'il a été correctement séché. C'est bon pour les moutons, ça purifie le sang. Mais si le bourgou n'est pas bien sec, alors ça les rend malades. Le bourgou constitue parfois une source de conflit entre les agriculteurs et les éleveurs. Il arrive en effet qu'à l'époque de la transhumance, les troupeaux suivant les bords du fleuve se nourrissent au fur et à mesure de leur progression et de leurs besoins dans les champs de bourgou. Idrissa et l'une de ses épouses nous accompagnent à bord de la pinasse. Comme Idrissa et son épouse qui profitent de notre passage pour rendre visite à de la famille qui habite en amont sur le fleuve, nous embarquons à bord de notre pinasse au fil de la navigation des voyageurs de hasard, comme ce Touareg désemparé après la mort accidentelle de son chameau. Une façon de partager et de marquer simplement notre solidarité avec les gens du fleuve. Le voyage continue ainsi pendant des heures, des journées entières. Les piroguiers sont toujours aussi mystérieux. Cependant, au-delà des silences de chacun, il semble que nous partageons tous le même plaisir à vivre le spectacle de la nature et du grand fleuve. Avant même le lever du jour, nous débarquons à Dagafuru.
Nous sommes ici chez les bozos, les maîtres de l'eau. Bien que musulmans, les bozos perpétuent en secret des rites animistes, notamment avant les grandes pêches. Dagafuru est un village temporaire. Il n'est habité que quelques mois par an, selon le niveau de la crue du Niger et l'abondance des zones de pêche. Malgré leur savoir-faire séculaire et des techniques de pêche simples mais éprouvées, il arrive parfois que la prise soit mince. Dis-moi, quand il y a le clair de lune, est-ce que c'est un avantage? Un vrai avantage ou bien est-ce que c'est pas bien pour la pêche? Bien sûr que c'est pas bien. Pourquoi? Si on pêche au clair de lune, on n'attrape pas de poissons. Les poissons restent au fond, et puis ils ne bougent pas. Pourquoi? Parce qu'ils vous voient? Bien sûr. Mais ils vous voient vraiment? Ils voient même le filet. Les bozos vivent en bonne entente avec les éleveurs peuls qui habitent quelques mois par an un petit campement sur la rive opposée du Niger. Bien souvent, les femmes peules profitent du voyage retour des pêcheurs pour venir vendre quelques litres de lait à Dagafuru. Notre activité principale dans le village, c'est la pêche. Nous sommes des pêcheurs, c'est vrai, mais pendant la période des basses eaux, nous cultivons la terre. Voilà quelles sont nos activités, depuis toujours. Comme chez la plupart des ethnies, les bozos ont le culte des anciens. Les jeunes, rassemblés derrière le chef du clan, entouré de ses conseillers, l'écoutent en silence. Pour vous attirer les bienfaits du fleuve, est-ce qu'il vous arrive de faire des sacrifices? S'il y a des sacrifices, nous, on n'en fait plus. Mais alors, qui pratiquait les sacrifices? Les Songhai faisaient cela autrefois. Mais même eux ont abandonné les sacrifices. C'était quel genre de sacrifice? Quel genre de sacrifice? Ils sacrifiaient un animal? Quel type d'animal? L'animal? Un bouc noir. Pourquoi vous ne faites plus de sacrifices vous-même? Parce que c'est pas bien. Non, non, c'est pas bien. Hein, c'est vrai. Autrefois, on parlait d'esprit du fleuve. On disait que dans les fleuves, il y avait des djinns et des tas d'autres choses. Maintenant, on ne voit plus rien. Jour après jour, on dispose le produit de la pêche sur les grilles du fumoir.
Ainsi conservé, le poisson sera stocké avant d'être vendu quelques semaines ou quelques mois plus tard sur le grand marché de Mopti. Loin de tout, sans argent, les Bozo continuent comme par le passé à vivre en autarcie presque totale. Le Niger leur fournit non seulement le poisson, mais également l'argile nécessaire à la fabrication des flotteurs pour les filets. Même si le fleuve ne donne plus de poissons, nous ne partirons jamais. On attendra avec patience. S'il devenait totalement à sec, alors, dans ce cas, nous partirions peut-être pour 3 ou 4 mois. Mais c'est sûr, nous reviendrons ici, dans notre village. Quittant Dagafuru, nous pénétrons l'immensité du lac Debo. Nous sommes ici en plein territoire Bozo. Toute la zone est dédiée à la pêche. Des villages temporaires occupent même de minuscules îlots affleurant à peine à la surface de l'eau. Après 2 heures de navigation agrémentée du spectacle des colonies d'oiseaux, nous parvenons sur l'autre rive du lac. Toujours en pays Bozo, nous assistons à de nouvelles scènes de pêche. Villageois remontant d'immenses filets tendus au travers du fleuve ou pêcheurs isolés pratiquant le très esthétique lancer de l'épervier. Le voyage entre Tombouctou et Mopti durant près de 4 jours, les endroits où il est possible de s'approvisionner sont rares. Nous choisissons donc de nous arrêter à Niafunké, qui possède l'un des plus grands marchés de la région. À l'intérieur d'une cour fortifiée de style soudanais cohabitent marchands de légumes, de volailles et de poissons dans un brouhaha bon enfant.
Tandis que le cuisinier du bord prépare le poisson acheté au marché, nous poursuivons notre chemin en direction de Mopti. Nous parvenons cette fois dans une zone du fleuve habitée par les Peuls. Vivant principalement dans la région proche de Mopti, les Peuls sont un peuple de nomades pratiquant exclusivement l'élevage. Réputés pour être téméraires et rusés, les Peuls sont aussi de grands pratiquants de l'islam. Nous nous arrêtons dans un campement composé de 3 huttes. Aliou, le chef de cette petite communauté, passe la majeure partie de ses journées à surveiller son modeste troupeau constitué de quelques dizaines de têtes. Là où nous nous trouvons, c'est le pays de Douanza. Nous sommes partis de chez nous et nous allons rester ici un petit moment, jusqu'à ce que les premières pluies arrivent. À ce moment-là, nous rentrons chez nous, parce qu'il faut savoir qu'entre ici et Kona, nous sommes considérés comme des étrangers. En chemin, pour venir ici, nous nous arrêtons pour dormir et au matin, nous repartons. Et ainsi, jour après jour, jusqu'à ce que nous arrivions ici, à Douanza. Une fois atteint cette partie du pays de Douanza, nous nous sentons un peu comme chez nous. Nous travaillons dans les champs et nous faisons paître nos troupeaux. Nous trayons le lait de nos animaux, nos femmes préparent à manger et nous vivons véritablement comme chez nous. Voilà, c'est notre vie. Elle se déroule comme ça. En dehors de cette transhumance, nous les Peuls, nous vivons dans la brousse. Pour abreuver le bétail, nous allons alors au bord du fleuve, en cherchant un endroit où il y a de l'herbe. Parce que nous avons absolument besoin de pâturage. Voilà. Notre vie est comme ça. La religion des Peuls est la même que celle de nos voisins. Nous sommes tous de la même religion. C'est le travail qui nous différencie. Nous travaillons avec les animaux, tandis qu'ils travaillent avec la terre. Mais au niveau de la religion, nous sommes tous frères. Notre particularité à nous les Peuls, c'est que nous sommes nomades, contrairement à nos voisins qui eux sont sédentaires. Il ne faut jamais oublier que le Peul dépend et ne vit que pour ses animaux. Voilà ce qu'est un Peul. Les femmes Peuls sont considérées comme parmi les plus belles du continent africain. Accordant beaucoup d'importance à leur apparence, elles passent de nombreuses heures à se coiffer et à se parer de multiples bijoux. Signe distinctif entre tous, les tatouages qui ornent le contour de leurs lèvres.
La dernière étape de notre voyage nous conduit jusqu'à Mopti. Sous un soleil radieux, nous remontons la digue qui conduit au port. La saison des basses eaux a déjà commencé et les gros navires de la Comanave resteront à quai pendant plusieurs mois. L'époque qui commence est celle des pinasses qui arriveront par centaines demain, jeudi, le jour du grand marché. Dès le matin, le marché prend possession du port. Dans une noria incessante, les dockers chargent et déchargent les marchandises les plus incroyables entassées dans les cales des pinasses, arrivées depuis la veille de Tombouctou et de Bamako. Peul, Bambara, Songhai, Touareg, Bozo, tout couleur. Un foisonnement ethnique d'une étonnante diversité envahit peu à peu toutes les rues et les ruelles qui conduisent au port. Le marché de Mopti est probablement l'un des carrefours commerciaux les plus actifs de l'Afrique. Le port de Mopti est situé au confluent de deux fleuves, le Niger et le Bani. Les pêcheurs et les commerçants, tous ceux qui arrivent par ces fleuves, se retrouvent ici pour vendre leurs marchandises. Là se retrouvent les grosses embarcations venues du Niger, le pays voisin, et les petites pinasses venues par le Bani. Quand il y a la crue, principalement pendant l'hivernage, les bateaux et les pirogues naviguent sans aucune difficulté. Mais pendant la saison sèche, c'est-à-dire au moment de la décrue, les grosses pinasses s'arrêtent. Les petites pirogues, dont le tonnage varie entre une demi-tonne et 10 tonnes de charge utile, sont alors les seules à pouvoir naviguer. Le trafic est très important. Dans ce port, il y a près de 2000 pinasses qui accostent, et ce n'est qu'une simple estimation. Et il y a des pinasses de 100 tonnes, de 40, 20, 15 tonnes, et même 10 tonnes. Elle transporte le poisson, le riz et le sel venant de Tombouctou. De toutes les marchandises qui transitent dans le port de Mopti, le poisson séché est sans aucun doute le plus important. Pêchés depuis des mois par les ethnies bozo les plus éloignées, ils arrivent par pinasses entières pour être vendus sur le marché aux poissons. Un marché qui est à lui seul un véritable spectacle.
Triés, classés, entassés en monticules, les poissons vont être vendus au marché de Mopti non pas seulement aux habitants de la ville, mais à ceux de toute l'Afrique de l'Ouest. Bon, les poissons les mieux vendus, ce sont les sulus. Pourquoi? Parce que ça marche beaucoup. Les Maliens aiment ça beaucoup. Bon, les poissons les plus rares, c'est les capitaines. Et puis c'est le plus cher encore. On trouve dans les lacs d'Ebo seulement. Il y a les clients qui viennent prendre. Les clients viennent de Burkina Faso, de Côte d'Ivoire, du Ghana. Les gens viennent payer ça pour envoyer. Ici, par jour, la quantité qu'on vend, ça vaut plus de 30 tonnes comme ça. Parce qu'il y a plus de 50 magasins ici. Chaque magasin, les clients viennent partout. Durant notre voyage, nous avons partagé la vie des agriculteurs Songhai, des pêcheurs Bozo et des éleveurs Peuls. L'ethnie des Somono se consacre à la construction des pirogues. Toutes les embarcations que nous avons croisées depuis notre départ de Gao sont fabriquées par cette seule et même ethnie. De tous les ateliers que les Somono ont développés dans les principales villes du Mali, celui de Mopti est sans aucun doute le plus important. Il y a une différence entre les Bozo et les Somono. Tous les deux pratiquent la pêche, mais on ne peut considérer tout pêcheur comme un Bozo. Tout le monde pense que les deux communautés pratiquent les mêmes activités. Or, il y a une différence. Le Bozo pratique la pêche et construit des pirogues. Le Somono, lui, fait la pêche, fabrique les filets et en plus, il fait des sacrifices dans le fleuve. Les kourous, c'est-à-dire les pirogues, nous les fabriquons ici à la demande. Il y en a 3 catégories, celles destinées à la pêche, celles pour le transport des passagers, et puis celles réservées aux touristes. Oui, nous fabriquons tout ça ici. La fête du lancement, c'est plutôt un sacrifice effectué par le propriétaire de la pirogue. Le sacrifice se déroule avant la mise à l'eau. Une fois le sacrifice effectué, alors la pirogue peut être utilisée. C'est le sacrifice qui ouvre la voie du fleuve.